C'est une mission à haut risque dans laquelle s'est engagée la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme après une mission d'écoute menée à Bamenda dans le chaudron de la crise anglophone. La Commission Moussongué a pris en compte pour la première fois des problèmes et des préoccupations et revendications que le gouvernement refusait de considérer depuis l'enlisement de la crise anglophone. Au regard de la marginalisation et l'injustice contre les anglophones, les participants à cette mission d'écoute ont exigé sans détour l'ouverture d'un dialogue franc, sincère et inclusif pour débattre en priorité de la réinstauration du fédéralisme au Cameroun, de la création des conditions favorables au retour des réfugiés et déplacés du fait de la crise. L'amnistie générale a accordé aux personnes emprisonnées du fait de la crise anglophone et l'accélération du développement socio-économique des régions anglophones. Le président de la République, attaché à l'État unitaire et décentralisé, peut-il initier un dialogue en traitant des causes profondes de la crise telles que tracées par la Commission Moussongué à l'approche des législatives? Le Parlement camerounais va-t-il enfin ouvrir un débat sur cette crise anglophone, son impact sur la vie socio-économique du Cameroun? Les différents présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat sont plus engagés dans l'organisation des meetings du RDPC, multipliant les appels à la candidature de Paul Biya pour la prochaine élection présidentielle. L'hypocrisie derrière ces différents appels et motions de soutien a été démasquée et a suscité de vives réactions dans la presse cette semaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Droit de réponse, cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses sur les questions brûlantes d'actualité telles que traitées dans la presse cette semaine. Avant de lever le voile sur l'identité des experts conviés ici sur ce prestigieux plateau, je reçois d'abord le chroniqueur du dimanche. Flavien Ndongo, bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à tous les téléspectateurs. Quel est le regard de la presse sur ces problématiques majeures qui concerne la vie nationale au Cameroun? Et comme vous le savez, la presse est toujours restée dans son rôle, celui de rendre compte en tout cas des faits. Par exemple, au sujet de l'enjeu du débat parlementaire sur la question de la crise anglophone, la nouvelle expression révèle que des signes avant-coureurs ont été d'ailleurs perceptibles et indique que le parti leader de l'opposition camerounaise pourrait donc renouveler l'opération Blocus pour exiger que la question de la crise anglophone soit donc mise à l'ordre du jour et puis même le code électoral soit également inscrite à l'ordre du jour du Parlement qui reprend du service à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Et selon le rédacteur de l'article, que ce soit donc au Sénat ou à l'Assemblée nationale, c'est des remous donc en perspective. Le Social Democratic Front entend même remettre l'opération Blocus si rien n'est fait dans ce sens, précise d'ailleurs la presse. Le même journal, dans une autre parution, la nouvelle expression précisément, fait savoir que Frondi, parlant notamment de la crise anglophone, a accusé le président Paul Biya, le président du Cameroun, donc de crimes contre l'humanité et le destine donc à la Cour pénale internationale. Selon le chairman du Social Democratic Front, on a pu lire également dans la presse que Paul Biya laisse pourrir la situation qui prévaut dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, d'où son engagement à poursuivre donc le chef de l'État en justice, alors que les morts se comptent à l'appel dans ces différentes régions. La nouvelle expression dans une autre parution qui relaie d'ailleurs le rapport de l'ONG Crisis Group révèle que pour le mois de mai simplement 60 personnes ont été tuées et donc un chiffre qui interpelle les hommes de Dieu. Selon le journal, l'Église catholique, une fois de plus, donc interpellée pour la médiation, souligne l'ONG, tandis que l'ONU vient donc en aide aux anglophones sinistrés à hauteur de 8 milliards de francs CFA. Donc, selon, bien sûr, les chiffres évoqués par la presse, la nouvelle expression fait savoir que le Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires a mis donc en place un plan d'urgence pour soutenir les familles secouées par la crise anglophone. Et malgré ces efforts, le même journal indique que des terroristes ont chassé des commerçants dans certains marchés de ces régions du nord-ouest à cause notamment des violences, alors qu'ils ont aussi besoin de se ravitailler aussi. Donc, ce qui est donc désormais impossible pour les terroristes
terroristes de se mouvoir et pouvoir trouver quelque chose à manger. Et c'est donc un des volets évoqués par la presse pour dire que ces terroristes ont également faim et ont besoin de faire un tour dans les marchés, mais désormais impossible. Donc le journal Info Matin, pour sa part, souligne que l'UNESCO et l'UNICEF sont d'ailleurs contre la barbarie que l'on observe dans les régions anglophones, donc par les sécessionnistes. Le tabloïd fait savoir qu'ils ont été mis en garde le 4 juin dernier à cause notamment de la destruction des édifices scolaires dans ces différentes régions anglophones. L'UDCL parle plutôt des propositions pour la sortie de crise dans ces régions anglophones. Il a évoqué le retour de la dépouille du président Amadou Ahidjo, entre autres propositions, inscrites dans le rapport de la commission Musungue qui a séjourné dans les régions anglophones. Voyez-vous, Cédric, tout cela n'a pas empêché que des groupes de personnes par ethnie ou encore par obédience politique, appelle Paul Biya à se représenter à la présidentielle à venir. D'ailleurs, le journal Info Matin cite pour exemple les populations d'une Fundi qui sont donc mises ensemble, mises en rang serré derrière Paul Biya, une sorte de retour à la fraternité et même à la solidarité entre les élites d'une Fundi pour la cause de l'homme du renouveau. Merci Flavien pour toutes ces précisions, cette revue de presse. Place à présent à l'analyse et au décryptage des problématiques majeures évoquées dans la presse cette semaine. À ce titre, j'accueille sur ce plateau Maître Frou Johnson. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Merci. Oui. Également présent sur ce plateau, Joseph Leyangoula. Bonjour, Joseph. Bonjour, Cédric. Vous êtes expert des questions de sécurité et de paix. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier également de m'avoir convié. Autre invité ce dimanche sur ce plateau, c'est le premier adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6, Saint-Éloi-Bidon. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci d'avoir effectué le déplacement. Merci pour l'ainsi honneur que vous me faites de me déplacer de Yaoundé pour apporter ma modeste contribution au débat. Et notre consultant sur droit de réponse présent également pour cette nouvelle édition de cette émission politique. Edmond Kamgia, bonjour. Bonjour Cédric. Merci également d'être là. Vous êtes chef section politique internationale et politique bien sûr pour le quotidien La Nouvelle Expression. C'est le cas. Et je reste avec vous bien sûr concernant cette première articulation de droit de réponse. Pourquoi cette publication du rapport final du communiqué de la commission du bilinguisme et du multiculturalisme après sa mission d'écoute menée à Yaoundé, pourquoi ce communiqué a suscité autant de réactions dans la presse cette semaine? D'abord, sur l'opportunité de publier ce communiqué, il faut dire qu'il y avait un souci, un réel souci au niveau du gouvernement, au niveau de la cohésion gouvernementale sur le suivi de la gestion de la crise anglophone. Et il y avait dans ce souci-là le besoin de transparence dans ce qui se fait exactement sur le terrain. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu plusieurs commissions spécialisées sur ces questions-là. Il y a eu plusieurs missions qui sont allées sur le terrain avec des interlocuteurs différents, membres du gouvernement ou experts associés au gouvernement. Il fallait qu'on sache exactement qui fait quoi sur le terrain. Donc, cela répond aux besoins de transparence de ce qui se passe exactement et quels sont les points sur lesquels les populations sur le terrain exigent un débat. Je pense qu'il y a ce côté transparence et nous devons au niveau de la presse apprécier cela parce que ça nous donne l'opportunité de relayer l'information, d'analyser et de commenter. L'autre aspect, c'est au niveau du contenu, au-delà de la forme. C'est le contenu des propositions qui sont formulées à travers l'échange entre la commission Musungue et la base. Nous observons qu'il y a dans cette série de doléances des points qui concernent effectivement nos confrères ou nos frères des régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais il y a également des sujets qui suscitent véritablement la controverse ou la polémique, parce que cela ne les concerne pas de manière directe. Nous en parlerons. Dans ce communiqué final figurent 18 propositions de sortie de crise. Maître Frou Johnson, vous avez parcouru ce document dans lequel, parmi les propositions phares, il y a la nécessité de débattre de la réinstauration du fédéralisme au Cameroun. Comment vous appréciez ces propositions-là? Thank you for inviting me. And I want to say that I read those propositions very attentively, and I have a video, an audio rather, of that meeting in Bamenda, because you know I'm from Mancon,
That meeting took place in my village. And I can tell you that almost everything that Mr. Musonge put on that his report, most of the things that were discussed didn't feature. The report that Mr. Musonge gave was a strange report from what I heard everybody speaking, including Mr. Musonge himself, on la an question audio. du fédéralisme a été posée durant cet échange et figure dans ce document. No, I did not hear anything about federation or the form of the state. I did not hear anything about the bringing back of Ahidjo's corpse. I did not hear anything. Most of what Mr. Musonge said was his thinking. Let me tell you why. I was thinking that Mr. Musonge would finish in Bamenda and go to Boya and hold the same meeting in Boya and then publish a report or send a report to the president before publishing. I was so shocked that Mr. Musonge has not been to Boya to hold the same meeting and has issued a report that has nothing to do with the meeting in Bamenda. What does that mean? It confirms what Mr. Musonge himself said in Boya at one time ago, that all the problems are being brought from brought by Graffiti people, and that we Graffiti people are bringing trouble even in the Southwest. He said that at the beginning of this crisis. And if you look at the way he has handled this commission, why would he have a commission in Bamenda and has not had a commission in the Southwest? Il y a une première commission, il y a une première mission d'écoute qui a été menée au début de l'année par la commission Musonge. Est-ce que vous ignorez ces éléments? Yes, I ignore that one because it was not the type of commission that met in Bamenda. He would have joined the two commissions and issue a report. I want to say that the Southwest has been heavily affected by this crisis, more than even the Northwest. And he goes to the Northwest, he listens to people like ex-parliamentarian Joa, people like the lady senator, and other people that I heard their voices, I heard what they said. And I don't know where Mr. Musonge came up with this report. At any rate, has the head of state seen this report before he published it? Well, that is their internal kitchen. But what I want to say is that this commission was not meant to solve the Anglophone problem. Justement, la commission and the terms of reference. La commission Musonge, justement, qui a rendu public ce communiqué qui suscite, vous l'avez vu, de vives réactions déjà sur ce plateau. Saint-Éloi Bidon venait de Yaoundé. Vous avez lu dans la presse ce communiqué final, 18 propositions formulées durant les travaux selon la commission Musonge, qui a évoqué en filigrane la nécessité d'ouvrir un dialogue inclusif, franc et sincère avec les anglophones, y compris ceux de la diaspora. Comment vous appréciez ces différentes propositions qui ont été rendues publiques? Ouvrir un dialogue franc et sincère avec les anglophones. Lesquels? Peter Mafani Musonge est anglophone. Achidi Achou est anglophone. Le professeur, ils sont tous des anglophones. Quand ils vont ouvrir le dialogue au nom du gouvernement, il n'y a pas de dialogue. Parce qu'on n'a pas associé ceux qui ont décidé de semer la mort, de terroriser les Camerounais. J'ai dit non. On ne discute pas avec les terroristes. On terrorise les terroristes. Par contre, je suis de ceux qui pensent, au sein du RDPC, qu'il n'est pas question de fermer la question du débat sur le fédéralisme. Pour la simple raison que le fédéralisme fait partie des enseignements que nous avons reçus à l'université, autant que l'État unitaire. Donc, il serait maladroit de fermer
le débat sur le fédéralisme, parce que quand on regarde l'histoire du Cameroun dans le rétroviseur, on se rend compte que le Cameroun n'a eu que des crises institutionnelles pratiquement toutes les 20 années, où la forme de l'État a été remise en cause. Nous sommes partis d'un État fédéral en 1961, en 1972. Des esprits ont pensé qu'il fallait centraliser l'État. On a créé l'État unitaire. Et en 1996, des voix se sont élevées parce que l'État unitaire était en faillite, centralisé. On a pensé qu'il fallait introduire le label de la décentralisation. Et nous sommes arrivés à l'État unitaire décentralisé. 20 ans après, l'État unitaire décentralisé pose problème. Et c'est dommage qu'on appelle ce problème la crise anglophone. Parce que moi, je suis francophone. Moi, je suis pour le fédéralisme. Je suis pour le fédéralisme. Et qu'on ouvre le débat sur cette question parce que l'État unitaire, fut-il décentralisé, a montré ses limites et les cadres ont mis l'État en faillite. Justement, cette question du fédéralisme avait été posée depuis l'avènement du consortium de la société civile anglophone en 2016. Et les premières réactions du gouvernement étaient plutôt hostiles. Joseph Leyangoula, vous avez compilé ces réactions du gouvernement depuis le déclenchement de la crise. Après les mouvements de protestation des avocats et enseignants, il y a eu un consortium qui s'est mis en place. Et dans les propositions faites figurait cette question du fédéralisme. Quelles avaient été les réactions des différentes commissions descendues sur le terrain ? Bon, déjà, il faut rappeler que les différentes conclusions de ce rapport ne sont en rien originaux, en fait. Parce que si vous lisez un peu la déclaration de Boya qui avait eu lieu après la All Anglophone Conference de 1993, on avait exactement les mêmes éléments qui figuraient dans le document final. Donc, il n'y a rien de nouveau. Ce qu'on a observé, en tout cas depuis le début de cette crise, c'est que la question du fédéralisme a été adressée par le consortium qui portait notamment les revendications anglophones pour une seule raison, parce qu'il fallait, notamment malgré les acquis obtenus par exemple au niveau des avocats, au niveau des enseignants, il fallait inscrire dans le marbre l'ensemble de ces acquis à travers un modèle d'organisation politique qui garantit cela et qui protège durablement les minorités. Ce qu'on a observé depuis le mois d'octobre 2009 date notamment des manifestations. Octobre 2016. Octobre 2016, désolé, date du début de ces manifestations. On a observé une série de répressions, notamment après la sortie des avocats anglophones, puis après la sortie des populations avec des leaders des tribuns comme Antio BBC, il y a eu des actions, il y a eu un début de dialogue qui a été amorcé, mais un dialogue qui, dans sa configuration, n'était pas véritablement sincère. À partir de janvier 2017, il y a eu une longue vague d'arrestations qui en a suivi, doublée effectivement à une répression numérique qui a coûté beaucoup, notamment à l'économie numérique de cette région, mais à l'économie tout entière. Après cette vague d'arrestations et cette répression numérique, il y a eu bien entendu, à la veille du 22 septembre 2017, notamment d'autres vagues de répression qui notamment intervenaient en prélude aux manifestations qu'on a pu observer le 22 septembre, et puis le 1er octobre, il y a eu également une vague d'arrestations et une série de répressions qui a durci les cœurs et privé notamment le terrain anglophone d'interlocuteurs modérés et laissé effectivement un boulevard ouvert à des personnes, je dirais, violentes, à des entrepreneurs de la violence tels que l'aile violente du SNC, l'aile violente des sécessionnistes qui ont justement porté ces revendications et ont entraîné bien entendu les revendications sur une autre voie. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu à partir de décembre 2018 des attaques orientées effectivement contre les forces de sécurité. Bien avant, il y avait certes eu de la pose des bombes artisanales, mais à partir de décembre 2018, il y a eu des attaques orientées contre les forces de sécurité, ce qui a davantage radicalisé la situation. Vous parlez de décembre 2017, mais entre octobre 2016 et décembre 2017, quelles ont été la réaction du gouvernement face aux propositions de discuter de la question du fédéralisme? Le gouvernement a voulu restreindre effectivement les sujets sur lesquels il fallait discuter. Ils ont voulu au départ limiter ces sujets aux questions d'ordre technique, notamment la question de la traduction de l'OADA, la question notamment du statut des enseignants, etc. Éludant, bien entendu, la question politique qui était au fondement de la crise anglophone. On a vu par exemple le ministre des Enseignements supérieurs, Famendongo, qui est sorti pour dire effectivement l'État est ouvert au dialogue, mais un dialogue dans un seul cadre, un dialogue sur une seule question, et pas de dialogue notamment sur la nature de l'État, parce qu'il jugeait anticonstitutionnel celui-là. Et bien entendu, cette question qui est au fondement du problème anglophone est
est resté l'un des points de discorde des différentes parties et a contribué notamment à diviser davantage aussi bien le camp de contestataires anglophones, mais à pousser le gouvernement à justifier une position selon laquelle il disait qu'ils avaient engagé le dialogue avec les partis, mais les partis n'avaient pas voulu de ce dialogue. Les partis avaient préféré notamment la voie de la violence et avaient justement persisté dans cette violence, refusant le dialogue sur les questions techniques proposées au départ par le gouvernement. Et aujourd'hui, le gouvernement qui rend public ce communiqué final, la commission Moussongé, la commission en charge de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, après sa deuxième mission d'écoute menée à Bamenda dans le chaudron de la crise anglophone. Edmond Kambia, qu'est-ce qui explique cette démarche politique de la part du gouvernement? Veut-il démontrer qu'il est prêt à lâcher du lest sur le théâtre de la crise anglophone? Avant de reprendre cette question, je voudrais réagir par rapport aux propos du maire, M. Bidoum, qui dit qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Je voudrais lui dire ici, avec des faits bien établis, depuis au moins 2013 dans ce pays, que le gouvernement a régulièrement négocié avec les terroristes, à moins que ceux que le gouvernement a considérés comme les terroristes de Boko Haram ne soient pas des vrais terroristes. Je prends la famille Moulin-Fournier, qui a été enlevée, puis libérée en février 2013, grâce à des négociations qui étaient gérées directement par le secrétariat général de la présidence de la République. On a libéré la famille Moulin-Fournier, qui avait été enlevée, nous a-t-on dit, par des terroristes. Il y a eu plusieurs autres cas. Il y a un prêtre de l'église catholique qui était curé à Getchegé, dans l'extrême nord, qui a été libéré au terme d'une négociation. Il y a une sœur catholique qui a été libérée, qui travaille également dans la région septentrionale, qui a été libérée grâce aux négociations avec, soi-disant, des terroristes de Boko Haram. Il y a eu le vice-premier ministre dont la maison a été détruite, dont la famille a été brisée, l'épouse enlevée. Elle est revenue grâce aux négociations avec, soi-disant, des terroristes. Si vous me dites que le gouvernement peut négocier avec les terroristes et ne les considère par la suite pas comme des terroristes, parce qu'on négocie pas avec les terroristes, je comprendrais, mais ce serait paradoxal. Ça, c'était important à le dire. Pour clôturer mon propos sur ce propos en disant clairement que vous ne pouvez pas dire qu'on négocie pas avec les terroristes, mais le gouvernement régulièrement négocie avec des terroristes. Et sur sa démarche à votre question, je vous en prie, allez-y. Oui, sur la démarche actuelle qui est menée, il faut dire que le gouvernement veut donner l'impression de garder le contrôle sur la gestion de la crise anglophone. Mais les faits nous démontrent qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Donc le gouvernement veut en réalité reprendre la main, parce que c'est les sécessionnistes qui, sur le terrain, ont le contrôle de la situation, ont amené même le gouvernement, à travers une décision du président de la République, à changer le commandant opérationnel des missions. Le général qui commandait les troupes sur le terrain a été limogé, remplacé par quelqu'un d'autre qui est actuellement sur le terrain. Ça, il faut le dire pour restituer les choses dans leur contexte. En réalité, dans le contenu du communiqué qui a été publié, effectivement, dans la presse, nous faisons partie de ceux qui ont été surpris par un certain nombre de doléances. Des doléances qui, ma foi, ne faisaient pas partie de ce que les membres du consortium, ou alors ceux qui, sur le terrain, ont amené le gouvernement à prendre en question les problèmes qui se posent dans les régions nord-ouest et du sud-ouest, nous avaient présenté. Je veux dire quoi? Le retour de la dépouille du corps d'Aïdjo. Nous sommes surpris de constater que cela figure dans ce document. Le chômage des jeunes, nous sommes surpris de constater que ça figure. Faites pour sortir de la crise anglophone, Edmond Kambia, parmi lesquels il y a par exemple l'amnistie générale à accorder aux personnes emprisonnées du fait de leur exil ou abroger la loi sur le terrorisme. Quelle est votre analyse à ce sujet? Ce sont certes des questions préoccupantes. Et il me semble même, concernant la loi sur l'abrogation sur la loi antiterroriste, je pense qu'elle n'est pas seulement le souci de nos frères anglophones, c'est également notre souci, c'est un problème national. Et nous l'avons suffisamment dit sur ce plateau, que cette loi antiterroriste va faire plus de mal que de bien. Et nous sommes de ceux qui avons pensé qu'il fallait donner la possibilité aux Camerounais de débattre sérieusement sur cette question-là avant que les parlementaires ne l'adoptent. Parce que à travers cette loi, je peux vous dire et garantir, si nous avons un débat sérieux sur cette loi qui a été adoptée contre les actes terroristes, que cette loi met fin à la vie politique dans le pays. Parce qu'à travers cette loi, et nous le voyons même de manière régulière, chaque fois que les partis de l'opposition veulent organiser des réunions, des manifestations, régulièrement, ces manifestations ne peuvent pas se tenir.
On a vu, quand Jean-Michel Nithieu a voulu tenir une réunion, cela n'a pas pu. C'est-à-dire qu'il y a, dans la réponse de l'autorité administrative, des soupçons, des déclarations d'intention. Il y a le Modegna qui a sollicité une réunion pour débattre de la question de l'inscription sur les listes électorales, parce que bientôt on va convoquer le corps électoral, mais le sous-préfet Douala Ier n'a pas permis au Modegna de tenir sa réunion. Donc tous les partis politiques ne peuvent pas tenir les réunions ni les manifestations publiques. Et ce qu'on ne dit pas assez, c'est que c'est à cause de cette loi. Sur le théâtre de la crise anglophone, les propositions de sortie de crise ont été formulées, parmi lesquelles l'amnistie générale accordée aux différentes personnes emprisonnées ou en exil du fait de la crise. Maître Foudianso, de quoi il s'agit concrètement, vous qui êtes avocat, lorsqu'on parle d'amnistie générale accordée à ces personnes emprisonnées, d'abroger la loi sur le terrorisme, de quoi il s'agit concrètement? Thank you very much. Before I answer that question, I want to answer something that the mayor said. Whether you like it or not, you are going to negotiate with Anglophone terrorists. All of you, from the debates I've been hearing, you call us secessionists, terrorists, and all the names in this world. You will have to negotiate with them, otherwise this war will not end. You can say what you want to say. You can call us all the names in the world, Mr. Mayor. We are terrorists, but you negotiate with us. Having said that, let me come back to your question of amnesty. Amnesty is only given by Parliament. Proposition, a law proposed by the head of state, sent to Parliament, and Parliament votes it, and it's applied. Another thing that the head of state has powers to do is clemency. Clemency is given to those who have already been sentenced. Another thing that the head of state can do is what you call nulle prosequi in English law. Nulle prosequi means arrêt de poursuite in your French language. The head of state can also do that. So that is a measure that if he takes that measure and also declares a unilateral ceasefire, it will create an enabling environment for any kind of negotiation to take place. I take issues with this word dialogue. Dialogue is over. When your head of state declared war our head of state declared war on the 30th of November 2017 against a part of the country, that war is now being persecuted on the ground. And now, at the end of every conflict in the world, there is always negotiation. Let's get to the table to negotiate to end the war. Et quelques mois après cette déclaration de guerre du chef de l'État contre ceux qui tentent de pouvoir partitionner le Cameroun, le constat est assez inquiétant selon la presse. La situation s'enlise sur le terrain, une crise humanitaire qui se dessine dans les régions anglophones. Saint-Éloi Bidon, est-ce que ces propositions qui viennent d'être faites dans ce communiqué final de la Commission du bilinguisme et du multiculturalisme sont révélatrices des stratégies inefficaces du gouvernement pour résoudre la crise qui perdure depuis près de 2 ans? Quand j'écoute les uns et les autres, chacun semble mettre le gouvernement au banc des accusés. Mais je dois pouvoir le dire ici, que la crise anglophone a eu une origine, a posé des revendications claires, qui étaient des revendications corporatistes, auxquelles on a apporté des solutions. Les problèmes interviennent quand l'agenda caché de ceux qui entretenaient la crise anglophone déroule cet agenda. Le problème passe d'un simple problème de revendication légitime à la limite à des revendications politiques. Aux questions politiques, on apporte des solutions politiques. Voilà un monsieur Paul Biya qui hérite d'un pays uni et qui se retrouve obligé, parce que je dis que le Cameroun est en guerre. Le Cameroun, n'oubliez jamais que le Cameroun est entré en guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest contre des individus qui ont décidé de faire main basse sur une partie du Cameroun. Le président de la République,
en sa qualité de garant de la souveraineté et de l'intégrité du territoire. Que devait-il faire? Jeter cette partie du Cameroun à la merci d'un groupe de voyous qui, soutenu par des forces extérieures... Notre expression. Oh, prêtez-moi de l'argent, monsieur. Continue. J'ai besoin d'argent là où je suis. Je vous en prie, allez-y. Voilà, merci. Vous voyez donc, un groupe de voyous réunis et qui ont été mis à l'échec. Ah bon? Alors, nous devons donc d'abord nous réjouir de ce que la partition du Cameroun n'a pas été acceptée et que nos forces de défense ont relevé le défi. Mais maintenant, il faille discuter, puisque le problème a été posé sur le plan politique, de la forme de l'État. Moi, je dis que le débat sur la forme de l'État doit avoir lieu dans les lieux indiqués. La commission Mosonga n'avait pas qualité pour aller faire de la médiation. La commission Mosonga, comme le nom l'indique, est chargée de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Que reprochez-vous à la démarche menée par cette commission dans le cadre de la crise anglophone? Non, je n'accorde pas un très grand intérêt aux conclusions de cette commission. Et pourquoi? Qui apporte des propositions à la limite, d'autres qui me semblent être périphériques. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vienne débattre à une assemblée du retour du corps d'Amadou Ahidjo ou du non-retour? Vraiment. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de certaines propositions? Par contre, il y a des choses qui y figurent. Vous ne pouvez pas demander une amnistie pour des hommes qui ont tué hier encore. C'est le frère de ma secrétaire qui tombait sur le champ à Bamenda. Hier à 10h moins 10. Donc, vous comprenez que le débat doit se poursuivre. S'il doit être inclusif, il doit se dérouler là où il doit se dérouler, à l'université, à l'Assemblée nationale. Et tout le monde sait que la Constitution du Cameroun prévoit des mécanismes pour régler des questions institutionnelles. Et alors, justement, pourquoi cette question de fond qui est la forme de l'État et un dialogue qui est demandé dans toutes les composantes de la société camerounaise, mais il y a des conditions de mise en place de ce dialogue et une des propositions formulées dans ce communiqué final de la commission Moussongué, c'est le retour des personnes déplacées et entrées en clandestinité. Joseph Léa Angoula, vous êtes expert des questions de sécurité. Il y a eu de nombreux rapports des Nations Unies sur la situation humanitaire désastreuse dans ces régions-là. Aujourd'hui, il y a plus de 160 000 déplacés internes dans le département du Mongo, de la Menoa, mais aussi dans des villes comme Idouala, par exemple, les arrondissements comme Douala 4 ou encore à Yaoundé. Dans Yaoundé 6, il y a une forte communauté anglophone qui a dû fuir les violences sur le terrain pour se réfugier, notamment dans ces différents endroits. Certains sont logés notamment dans des abris de fortune. Une dictée préparée, monsieur. Je vous en prie, permettez-moi de parler, monsieur. Monsieur le maire, permettez qu'il s'exprime. Certains, effectivement, sont logés dans des logements de fortune, notamment le long des axes routiers, sur certaines voies. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a plus de 40 000 réfugiés camerounais, notamment du côté du Nigeria. Des personnes qui ont fui des violences aveugles, des personnes qui ont fui, effectivement, des opérations de punition collective, parfois menées par des forces de défense et de sécurité camerounaises. Voilà la réalité aujourd'hui. Et donc, pour qu'il y ait un dialogue franc et sincère, il faut bien entendu créer les conditions du retour de ces personnes. Et pour qu'on crée les conditions de retour de ces personnes, il y a un préalable aussi. Le préalable, c'est qu'il y ait une cessation de combat. Donc, on puisse obtenir un cessez-le-feu entre les séparatistes et l'armée. Parce qu'en réalité, ces populations qui sont aujourd'hui logées dans les forêts ou encore dans les départements environnants sont des populations qui ont fui, notamment les violences initiées à la suite de ces affrontements entre ces groupes-là. Donc, il faut que ces populations retournent. Il faut aussi que l'armée s'implique à la fois pour gagner, pour rétablir la confiance de la population dans cette institution, à travers notamment son génie militaire qui peut reconstruire des domiciles pour les populations qui ont été privées de domicile. On a vu des villages, à peu près 50, plus de 60 villages d'ailleurs incendiés, 73 villages incendiés à la suite de ce conflit. Il faut notamment que le génie militaire puisse investir pour rétablir notamment la confiance entre l'armée et les populations. Ce n'est que dans ces conditions, effectivement, que le dialogue pourra, ou bien que les ingrédients du dialogue seront réunis. On observe aussi
dit que l'une des conditions pour que le dialogue soit rétabli, c'est bien entendu l'arrêt des poursuites judiciaires pour les personnes qui ont été arrêtées. C'est plus de 580 personnes dans le cadre de cette crise, mais c'est également l'amnistie pour des personnes qui aujourd'hui se trouvent en exil, n'ont pas la possibilité de revenir dans leur pays. Pourtant, ces personnes jouissent d'une influence certaine sur la dynamique de ce conflit. On a vu toute l'influence de la diaspora américaine, belge, la diaspora anglaise également, qui a, notamment à travers un soutien financier, à travers un soutien idéologique, à travers un soutien médiatique, contribuer notamment à la radicalisation de la situation sur le terrain. Donc si ces acteurs ne sont pas inclus dans l'équation du dialogue, si ces acteurs ne sont pas intégrés comme étant des interlocuteurs avec qui il faut discuter, non pas pour céder sur la souveraineté de l'État, mais pour trouver des voies de sortie de ce conflit, on va se trouver dans une situation d'impasse qui, malheureusement, continuera de tuer davantage des Camerounais. Aujourd'hui, je voudrais le rappeler, 33 000 enfants ne vont pas à l'école. Plus de 100 civils ont été tués dans le cadre de cette crise. Une cinquantaine de militaires également sont tombés, notamment sur le front. Il y en a effectivement beaucoup de victimes. Il faut à ce tableau que vous venez de dresser, comment va réagir le président de la République à quelques semaines d'une probable convocation du corps électoral? Edmond Kamga, le chef de l'État, désormais sur sa table, ses propositions d'amnistie générale, de dialogue et de débat sur le fédéralisme, lui qui est attaché à l'État unitaire et décentralisé. À quoi peut-on s'attendre dans les tout prochains jours? Il me semble que le chef de l'État, qui est le magistrat suprême, a le dernier mot. Il a le dernier mot dans tous les sujets dans la République. Et sur cette question, sa réaction est très attendue. Elle est d'autant attendue avec beaucoup d'anxiété qu'il n'a pas été sur le terrain au nord-ouest et sur le sud-ouest depuis le déclenchement. Et précisons que dans le communiqué final, le chef de l'État est invité à se rendre à Bamenda, dans le nord-ouest, concernant cette crise anglophone. Je pense que ce serait une très bonne chose si dans son agenda, il prévoyait un déplacement à Buea et à Bamenda pour s'adresser aux populations de ces deux régions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est très attendue également, au terme de toutes les missions qu'il a envoyées sur le terrain, parce que c'est l'occasion pour lui de faire le point, le bilan sur les missions respectives qu'il a envoyées sur le terrain, pour aujourd'hui pouvoir prendre une décision opportune et appropriée, idoine, sur la question. Et selon toutes les informations que nous avons sur la question, une des choses que le chef de l'État pourrait prendre serait qu'après la session que l'on va s'ouvrir au Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale et au Sénat, nous espérons qu'ils vont débattre de la question anglophone, mais qu'après cela, le chef de l'État va pouvoir intervenir, notamment au Congrès, c'est-à-dire au Parlement réuni, Sénat, Assemblée nationale, et s'adresser éventuellement à la nation sur cette crise qui secoue le pays depuis octobre 2016. Précisons que jusqu'ici, le Parlement camerounais a refusé de débattre de cette question anglophone. Pourtant, le Parlement britannique vient de faire un rapport exhaustif sur la situation sociopolitique et économique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Maître Fou Johnson, comment vous appréciez l'attitude du Parlement camerounais sur la crise anglophone, alors qu'en Angleterre, il y a eu déjà un rapport important sur la genèse de la crise anglophone, sur les différentes réactions à la fois du gouvernement britannique et des différents acteurs de la crise au Cameroun. It is regrettable because I want to say here that Cameroon has no parliament. Cameroon has no parliament because since this parliament existed, they have never listened to any member of parliament. No law has been passed brought by a private member's bill. So you will remember that last year a certain party, Social Democratic Front, wanted the debate on this issue of what you call crise anglophone. It's now a war situation. They wanted a debate. The parliament dismissed that. But the foreign parliament, the British parliament, has given a very exhaustive debate on this issue. And I would crave every Cameroonian who likes reading, to read the conclusions of the debate of the British Parliament. A British Parliament which is not a Cameroonian Parliament. The Cameroon Parliament up to now has said nothing
nothing, absolutely nothing, as it concerns this conflict. I call it a conflict because if the CPDM, represented by the mayor here, if I listen to him, they are not interested in any negotiations. But as I said before, after every conflict in the world, anywhere in the world, people sit down and negotiate with the mediator. Mr. Biya can hold all the conferences he wants to hold. He can address his so-called parliament anytime he wants, as long as this issue has not been addressed with English-speaking Cameroonians directly. Those who control the Northwest and the Southwest is not this government. I am a political observer. I have seen what the interim government of the so-called Ambazonia has done in the Northwest and Southwest. They control every action in the Northwest and Southwest, whether it's ghost towns, whether it's the way the conflict is being operated. They control. And if you are sitting here and telling us that you will not negotiate with terrorists, but you can negotiate with Boko Haram, even settle victims of Boko Haram, even settle criminals of Boko Haram who are members of Boko Haram, pay them money, you would want to remember that the Nigerian government, when it started, accused Cameroon of financing Boko Haram because you were paying ransom. The first ransom you paid was 7 French men who were captured by Boko Haram. You paid. There are many other people, Amadi Ali's family, you paid. But now when it comes to us, for 57 years, this issue has been langling. It started AAC1, like my young friend here has just given you a review. Justement, face à l'ampleur de cette crise anglophone, le président du Sénat, redoutant une opération blocus à la Chambre haute du Parlement, dans son discours d'ouverture, a déclaré qu'il ne souhaite pas de contestation stérile au Parlement. Le président de l'Assemblée nationale, quant à lui, a invité les forces de l'ordre et de défense à endiguer une gangrène qui est observée au Cameroun. Saint-Éloi Bidon, RDPC, majoritaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, jusqu'ici n'a pas souhaité s'exprimer et débattre de cette question au Parlement. Comment appréciez-vous l'attitude des parlementaires face à une telle crise qui secoue le pays? Contrairement à ce que disait Maître tout à l'heure, je ne suis pas sur ce plateau pour parler au nom du RDPC, parce que je n'ai pas été mandaté. Je parle à mon nom propre et je prends des positions qui parfois peuvent déplaire et choquer même le RDPC. J'ai entendu des propos de votre expert tout à l'heure. Je crois que j'ai senti à travers son expertise la camisole d'ambazonien. Je voudrais dire que c'est cet amalgame qui a contribué à la situation actuelle. Je voudrais dire que les choses se passent autrement dans ma tête. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis francophone. Je regrette qu'on appelle cette crise anglophone. C'est une crise institutionnelle normale qui arrive pratiquement tous les 20 ans au Cameroun. Et pourquoi le Parlement ne débat pas? Le Parlement qui a acquis à la majorité au RDPC, pourquoi il n'y a pas de débat, selon vous, sur cette crise que vous qualifiez d'institutionnelle? Je dis que le débat devrait avoir lieu là où il est. Il faut d'abord être légaliste dans sa tête. Il faut d'abord être légaliste. Il y a des mécanismes de résolution des conflits et des débats institutionnels. Il y a la Constitution du Cameroun prévoit un référendum. Vous avez brillamment donné des chiffres, mais vous avez omis de donner d'autres chiffres, que les populations anglophones représentent quand même 17%, c'est-à-dire 1/5 de la population du Cameroun. Et qu'est-ce que ça signifie? Vous n'avez pas dit que 40% de postes de votre responsabilité sont occupés par les 17% d'anglophones. Parce que ça ne vous arrange pas. Mais ce n'est pas un problème. Je dis que je suis de ceux qui pensent que le débat doit s'ouvrir. Il doit s'ouvrir au niveau de l'Assemblée politique. Pas avec des terroristes,
mais avec des Camerounais qui ont accepté, d'abord, dont on est sûr de la camerounité, parce qu'ils sont députés à l'Assemblée nationale, que le SDF pose le débat sur la table. Moi, je soutiendrai ce débat, parce que je pense qu'il doit avoir lieu à l'Assemblée. Et que les intellectuels, le ministre Famen Ndongo, le président de l'Assemblée a dit ce qu'il avait à dire. On a même entendu pire. On a entendu M. Kavaï dire que le Bili, que quand on va donner aux populations de son village, est un Bili empoisonné. Vous entendez des choses graves. J'ai dit, dialoguons, mais dialoguons entre hommes civilisés. Si vous pensez que le dialogue ne va s'ouvrir que quand le président Biya va venir s'asseoir avec des ambazoniens en gestation ou confirmés, c'est en ce moment qu'il y aura débat. J'ai dit non. Il est invité sur le théâtre de la crise anglophone. Pensez-vous que le chef de l'État doit se rendre à Bamenda et à Boya pour s'adresser aux populations, pour discuter avec elles de la situation? Oui, tout à fait. Parce que ce qu'on attend au nord-ouest et au sud-ouest, c'est un geste d'apaisement. La paix, c'est d'abord dans les cœurs. Que le président de la République fasse un geste qui démontre aux anglophones qu'ils ne sont pas des Camerounais à part. Ils sont des Camerounais à part entière. Et si le Cameroun, le président va au nord-ouest, contrairement à ce qu'il a dit, le pouvoir n'est pas dans la rue, monsieur. Le pouvoir, il s'exerce quelque part et il s'exerce bien. Et si vous vous frottez à ce pouvoir-là, vous allez savoir que le pouvoir s'existe et s'exerce. Justement, on regarde cette crise qui pense que le président anglophone qui s'enlise. Joseph Leyangoula, quel est l'enjeu d'un débat parlementaire sur cette crise anglophone, crise institutionnelle qui affecte presque tous les étages de la société camerounaise? Avant de revenir sur les enjeux de débat parlementaire, je voudrais ici répliquer après les propos de M. le maire. Je voudrais déjà rappeler une chose. Le fait de dire que la population anglophone représente à peu près 17% de la population camerounaise et que 40% des postes politiques ou des postes de gestion sont conférés notamment aux leaders anglophones, ça révèle en fait, ou bien ça renseigne sur une perception, une très mauvaise perception, une très mauvaise pratique de la gouvernance qui malheureusement perturbe l'action publique. Le fait par exemple de croire que la cooptation des élites dans une région suffit justement à contenter les populations de cette région, c'est une façon vraiment maladroite de s'y prendre. Parce que, en réalité, ce qui suscite l'adhésion des populations à un projet national, ce qui suscite effectivement le sentiment d'appartenance à une véritable communauté nationale, c'est l'investissement public dans les services de base. Ça, c'est un signe, l'investissement public dans les services de santé, d'éducation, mais c'est aussi des marques d'attention et de respect. Le respect des spécificités, le respect des identités locales, et c'est malheureusement ce qui a largement manqué dans le cadre de cette crise et qui a nourri et conduit à la situation actuelle. Donc je voudrais effectivement rappeler à monsieur le maire qu'il se méprend complètement. Ce n'est pas la solution que de coopter des gens pensant qu'en les prenant dans le gouvernement, on peut effectivement apaiser les tensions sur le terrain. Maintenant, pour revenir sur les enjeux du débat parlementaire, je voudrais rappeler quand même que le Parlement est une institution de représentation du peuple. C'est le lieu d'affrontement de toutes les idées et c'est le lieu effectivement où tous les courants de pensée, où tous les conceptions de la société se croisent. Le débat parlementaire sur la question anglophone aurait par exemple permis d'identifier les différentes voies de sortie de crise, déjà de sonder les différents problèmes qui sont à la racine de la crise anglophone, mais aussi d'identifier les différentes voies de sortie qui pouvaient effectivement enrichir les options du gouvernement. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a une option sécuritaire qui a malheureusement dominé parce qu'il y a une discussion, il y a un monologue qui est entretenu par une partie, et donc les voies contestataires, les voies alternatives qui auraient permis, par exemple, d'apaiser la situation sur le terrain ne sont pas écoutées parce qu'effectivement, l'instance parlementaire réduite effectivement aux discussions portées par une formation politique. Mais on le voit également au sein du RDPC, le parti au pouvoir, qu'il y a une volonté d'une part de l'aile progressiste de discuter et de dialoguer sur la question du fédéralisme même au sein du Parlement, mais de l'autre côté des caciques qui restent hermétiquement fermés à toute option de débat parlementaire sur la crise anglophone. Qu'est-ce qui peut se dessiner dans les tout prochains jours si la situation continue à s'enliser, même au sein des instances politiques institutionnelles? Le drame de cette situation en zone anglophone, c'est que les forces sécurocrates, ou du moins les sécurocrates, ont décidément monopolisé le débat à l'intérieur du régime parce que à l'intérieur du RDPC, il y a bien entendu des progressistes qui ont appelé, comme par exemple le maire qui dit qu'il est favorable au
fédéralisme. C'est quand même une première pour un militant du RDPC, comme d'autres aussi, qui appellent au dialogue entre les deux parties. Je pense que si ces voix se faisaient entendre, on ne devait pas arriver à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc, il y a des possibilités de sortie de la crise. Seulement, ces possibilités dépendent visiblement, en tout cas, de la pression internationale. Parce que rappelons dans quel contexte le rapport Moussanga s'inscrit. Dans un contexte de pression diplomatique et dans un contexte de pression médiatique, une pression diplomatique orchestrée notamment par les parlementaires britanniques, par les Néerlandais, mais aussi par la chancellerie américaine qui a réagi récemment. Mais comme le gouvernement camerounais reste malheureusement sourd aux revendications portées au niveau national par les élites et par les populations, et est davantage plus sensible aux pressions exercées par ses partenaires extérieurs, c'est ce qui a conduit effectivement à ce geste-là. Et aujourd'hui, on espère que cette pression sera maintenue, notamment pour pousser le gouvernement à aller au dialogue et pousser même le président de la République à s'impliquer directement dans cette crise. Parce que son implication, effectivement, montrera à votre suite, Joseph Léamoula, il y a une volonté, on le sent, des experts, des acteurs de la société civile, à voir la communauté internationale s'engager davantage dans une pression exercée sur le gouvernement pour mettre fin aux dégâts et aux conséquences de cette crise anglophone sur le quotidien des Camerounais. Est-ce que la presse perçoit cette volonté latente de voir la communauté internationale s'impliquer davantage dans la gestion de cette crise? Effectivement, la presse non seulement l'aperçoit, mais le note et l'analyse dans la plupart des articles qui sont publiés, aussi bien dans les médias privés que les médias gouvernementaux. Et je dois dire ici que depuis que la pression est forte au niveau international, l'analyse des informations est plus grande encore dans les journaux. Parce que après les États-Unis, la déclaration de son ambassadeur, il y a eu le Parlement britannique, il y a eu la réaction de la France, même si elle semblait... De l'Australie aussi, beaucoup de pays amis. J'aime cette conception-là, en tant que diplomate, de dire des pays amis. Depuis que les pays amis s'intéressent fortement à la crise anglophone, je pense que cela met une pression davantage qui permet à la presse d'analyser, de commenter l'information, de donner la meilleure information possible aux compatriotes. Mais je dois dire ici, après tout ce que nous avons évoqué sur ce plateau, qu'il y a deux problèmes de fond qui se soulèvent. Il y a une crise de légitimité des leaders actuels, des leaders élus, comme nommés, crise de représentativité. Il y a également une crise de confiance. Sur la crise de représentativité, je voudrais penser à quelque chose qui m'amène à penser que à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Nous avons vu, il y a eu, c'est pas la première fois qu'il y a les villes mortes dans ce pays, il y en a eu en 1991, 8 mois de villes mortes, d'avril à novembre 1991. Mais rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé pour que les villes mortes disparaissent? Il a fallu, pour décrisper l'atmosphère politique, que le gouvernement, notamment à travers une décision du chef de l'État, le chef de l'État avait demandé au Premier ministre de l'époque, ça doit être tout, de présider une structure qu'on a appelée la conférence tripartite, la rencontre tripartite. Les pouvoirs publics, d'un côté, les personnalités dites indépendantes, et puis l'opposition s'étaient réunis fin octobre jusqu'au 13 novembre 1991 à Yaoundé, au palais du Congrès notamment. Pensez-vous que ce scénario est en train de se dessiner? Les parlementaires existaient à cette époque, mais il a fallu que des gens se retrouvent pour discuter des problèmes de fond du pays. Et parmi ces questions, il fallait, puisque le gouvernement tenait à lever les villes mortes, mais l'opposition a été appelée sur la table de négociation et ils ont formulé un certain nombre de recommandations, de propositions qui ont été prises en compte. Même si toutes n'ont pas été prises en compte, un bon nombre ont été prises en compte. Et je peux même vous dire qu'aujourd'hui, si nous avons suffisamment avancé dans ce pays, c'est parce que la rencontre tripartite a eu lieu. Parce que l'une des questions de fond, c'était de mettre sur pied une commission technique pour la résolution des problèmes constitutionnels. Parce qu'on se rend compte que fondamentalement, la plupart des questions principales comme périphériques du Cameroun sont des problèmes liés à la loi fondamentale. Parce que la loi fondamentale de 61 avait été violée. Toutes les parties, l'opposition, comme d'ailleurs, après, on l'a souligné sur ce plateau, la All Anglophone Conference de Boya, puis de Bamenda, avait fait un certain nombre de propositions. Et parmi ces propositions, il y avait la question de la Constitution. Et je peux dire ici, lorsque le 17 mai 1993, le chef de l'État a nommé les membres de la commission OONA, chargés de recueillir les propositions par téléphone, par fax, par tous les moyens postaux pour permettre de s'asseoir et d'avoir une nouvelle constitution, l'élite anglophone, notamment les porte-paroles de All Anglophone Conference, je pense notamment à mon ancien professeur Carson Nyangwe, les Simon Munzu,
ont proposé une constitution et Content Elat. Ils ont proposé à la commission ONA une proposition, un avant-projet de constitution fédérale. Vous savez quel a été le sort de cet avant-projet? Il a été relégué aux orties, pour ne pas dire qu'il a été mis à la poubelle. Justement, que faut-il faire, Maître Fodianso, pour éviter que ce scénario de 93 ne se reproduise, que les propositions faites par les leaders anglophones de l'époque ne soient reléguées au second plan? Comment sortir de cette crise anglophone qui perdure depuis 2 ans sans que l'on ne voit l'issue? Let Cameroonians stop pretending. This conflict has now been internationalized. It has been internationalized and it must be treated as such. All we are calling for is negotiation. Negotiation in foreign land, because every Cameroonian is polarized as far as this crisis is concerned. I would take Francophones, for example. Since this crisis started and people have been dying, the reaction from the Francophone community has been very, very, they have been far removed from that part of the country. So this war has been going on. People have been dying. Young people have been dying from both ends. Soldiers are dying. Young Anglophones are dying. And if somebody sits here and says that he will not negotiate with terrorists, this matter is going to continue to the logical end. But I want to say this. As far as the international community is concerned, this matter is now an international matter. I just want to indicate to you what is happening. I just want to indicate what is happening. There are United Nations representatives already in Buea, and they are planning to open another office in Bamenda. For what? To make sure that they protect civilians who have been killed, their villages burned down, war crimes have been committed, and the whole world has been watching. Quels sont les risques de cette présence des Nations Unies si une telle option venait à être prise? There's no risk, because if we allow only what I hear everybody here is talking about, this government is incapable of solving this problem. It has come to a stage where this government cannot solve this problem. He can go to parliament, he can talk about federation, he can do anything he wants to do. If he does not meet with the English-speaking population of this country represented by a structure that now exists, and then we sort this matter, whether we are living together or we are separating. There are only 2 things remaining. We must determine whether we will live together and under what condition. We must also determine if we are going away, what are the conditions of going away. These are the 2 issues, 2 main issues that will be discussed in that negotiation. Anybody who sits here and talks about federation on one of the issues and leave the other one is not going to help anybody. Et pour l'heure, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, interpellés également par cette crise anglophone, 2 caciques du régime Biya qui sont plus engagés dans l'organisation des meetings RDPC visant à multiplier les appels à la candidature de Paul Biya pour la prochaine élection présidentielle. En pleine année électorale, ces multiples meetings et motions de soutien ont suscité de vives réactions dans la presse et surtout une tribune virulente du premier adjoint au maire de Yaoundé 6e, Santeloi Bidon. Vous êtes sur ce plateau avec nous. Vous avez souligné, après avoir analysé et décrypté ces multiples motions de soutien et d'appel à la candidature de Paul Biya, un caractère vicié d'une théâtralisation de la vie politique. De quoi concrètement il s'agit? Qu'est-ce que vous reprochez à vos camarades du parti qui appellent le candidat naturel à être toujours à la tête du pays? Je ne suis pas contre les appels à candidature. Ça n'engage que ceux qui les font. Mais je suis contre... J'émets des sérieuses réserves sur la sincérité de ces appels à candidature. L'appel à candidature a ceci de dramatique, c'est qu'il est antidémocratique. L'appel à candidature disqualifie des candidats qui peuvent avoir vocation à gérer le Cameroun.
Donc, vous comprenez que si l'appel à candidature passe, il est contraire aux dispositions de l'article 2 des statuts du RDPC qui disent que le RDPC encourage la libre concurrence, le libre choix des dirigeants, la liberté d'expression. Et les mêmes tests de base du parti prévoient une élection toutes les 5 années du président national du RDPC. Moi, Saint-Éloi Bidou, j'ai l'ambition d'être président de la République. Mais pour être président de la République, il faut passer par la légalité. C'est-à-dire aller à un congrès, battre M. Biya à cette élection du congrès et de prendre la tête du parti. Dans l'attente de ce congrès du RDPC, il y a le jeu des acteurs, des caciques du RDPC qui organisent ces meetings et qui réunissent des militants sympathisants du RDPC, signataires des motions de soutien. Comment appréciez-vous le jeu de ces acteurs-là? Tous sont des faillitants. Votre expert parlait tout à l'heure des crises de légitimité et des crises de confiance. Toute l'élite politique du RDPC est politiquement insolvable à ce jour. Donc, au nom de quoi, au nom de qui parle-t-il? De quel peuple s'agit-il? Le peuple vis-à-vis duquel ils n'ont jamais fait face à une élection? Le peuple qui dit, qui me lance à moi, Saint-Éloi Bidou, des appels et des motions de soutien pour que je sois candidat? Parce que le RDPC, aujourd'hui, est en train de faillir énormément. Et tout ça me pousse à penser que le président de la République est un homme qui a souvent fait preuve de sagesse et il n'est pas indifférent à ces tribunes, soit-elles incisives, il n'est pas indifférent à ces tribunes. Parce que le président Biya peut ne pas être candidat. Qu'est-ce qu'ils en savent? Ils ont marché, ils ont organisé des marches ponctuées par des messes pontificales célébrées à la cathédrale de Yaoundé pour dire au président Biya, nous n'irons pas au FMI. Et le président leur a dit, mais mes chers amis, c'est là-bas qu'on s'en va. Ils ont organisé des marches contre la démocratie. Qu'est-ce que le président a fait? Le président a dit, préparez-vous à la concurrence. Ils ont organisé des marches en 2016 pour une élection anticipée pour que Paul Biya se présente candidat. Paul Biya n'a rien dit. Alors, à moi aujourd'hui, le simple fait d'avoir dit que je suis contre ces appels, que je peux éventuellement être candidat, on me voit aux gémonies. Justement, on promet de me pendre à la place du Capitole, d'exposer mon corps à la poste centrale pour que je serve Madame. Justement, concernant cette nouvelle... Je voulais juste chuter en disant que le président Biya a besoin de repos. Quand on a servi dans la haute administration pendant 60 ans, moi j'ai 58 ans. Quand le président Biya prenait le pouvoir, il avait 48 ans, j'avais 22 ans, le président Ahidjo avait 58 ans. Et on trouvait que le président Ahidjo avait déjà duré. Pourtant, il y en a au sein du RDPC qui continuent de soutenir le président Paul Biya, lui demandant d'être encore candidat pour l'élection présidentielle 2018 et d'effectuer un nouveau mandat de 7 ans s'il venait à être élu à la tête du Cameroun. Joseph Leyangoula, vous suivez ce débat interne au sein du RDPC, cette volonté de certains militants de vouloir afficher leurs ambitions et d'aller à contre-courant de ces multiples appels à la candidature de Paul Biya. Comment appréciez-vous la dynamique autour de cette présidentielle au sein du parti au pouvoir? Ce qu'il faut constater aujourd'hui, c'est en tout cas le RDPC est aujourd'hui en train de se fissurer complètement. Il y a bien entendu beaucoup de divergences qui émergent à l'intérieur de ce parti. J'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs leaders de ce parti, plusieurs présidents de sous-sections et de sections qui disent aujourd'hui leur malaise à défendre notamment la candidature du président de la République. Ils aspirent à d'autres choses. Ils veulent un nouveau leadership politique plus consensuel qui peut notamment permettre au pays à la fois de sortir des difficultés politiques dans lesquelles il est embourbé, mais de sortir également des difficultés économiques auxquelles il est confronté. Donc ils sont nombreux comme ça qui jusqu'à présent n'ont pas encore levé la voix, mais qui le feront certainement bientôt pour dire effectivement leur volonté de voir le président de la République partir. Ce qu'il faut observer tout de même dans la multiplication des motions de soutien ou encore des appels à la candidature, c'est
que ces appels sont souvent initiés par des personnages politiques qui justement se cachent derrière effectivement l'initiative des chefs de village ou des chefs traditionnels pour appeler notamment à la représentation de Biya aux prochaines élections. On a vu par exemple que c'est l'arrivée d'Atangadi dans la ville de Douala qui a donné l'occasion au chef Sawa, au chef notamment de l'Assemblée traditionnelle du peuple Sawa, de présenter effectivement leur motion de soutien au président de la République. On a également constaté une chose, et cela m'amène même à me poser deux questions. La première, c'est de savoir, est-ce que les appels à candidature qui se multiplient et qui sont portés par les chefs traditionnels sont le reflet des positions des communautés dont ils se revendiquent? Parce qu'on a observé que ces appels sont arrivés jusqu'à la région du South-Ouest, qui est une région aujourd'hui en proie à une crise, une guerre fratricide. Donc c'est quand même curieux de constater que des chefs qui de ce côté reçoivent des pressions des populations appellent le président Biya à se présenter de nouvelles élections et le considèrent effectivement comme étant celui qui pourrait pacifier le Cameroun. Donc là on est en droit de se questionner, de s'interroger sur la sincérité de cet appel. La deuxième problématique, la deuxième question que ça soulève, c'est celle de savoir si ces appels sont organisés dans l'intérêt des populations. Ce qu'on a observé, c'est que le 10 avril, il y a eu, bien entendu, l'Assemblée générale du peuple Sawa qui a appelé, notamment le président de la République, à se présenter une nouvelle fois. Et puis le 15 avril, donc c'est-à-dire 5 jours plus tard, on a observé effectivement que le président de cette Assemblée a été nommé parmi les nouveaux sénateurs. Donc on est en droit de se demander quelles sont les intentions, quels sont les calculs, quelles sont les visées d'une telle démarche. Sont-elles faites dans l'intérêt des populations? Justement, la presse sont-elles le reflet des positions des populations? La presse qui a mené de nombreuses investigations sur ces multiples tomes du parti au pouvoir appelant le chef de l'État à être encore candidat pour la prochaine élection présidentielle, celle d'octobre 2018. Edmond Kamga, il faut préciser quand même qu'en 2011, le chef de l'État avait déclaré qu'il avait entendu l'appel du peuple et avait manifesté, avait une fois déclaré sa candidature à l'élection présidentielle. Est-ce que ce scénario pourrait se reproduire 7 ans plus tard, au moment où toutes les élites politiques, tous les caciques du régime se mobilisent dans toutes les régions et leurs localités respectives pour appeler une fois de plus Paul Biya à être candidat? Je ne pense pas. Je ne pense pas que le chef de l'État puisse répondre à l'appel de ce peuple, entre guillemets, parce que je ne sais pas de quel peuple il s'agit, le peuple du RDPC ou le peuple camerounais. Parce que tous les Camerounais ne sont pas militants du RDPC, ça il faut le préciser. Et la majorité des Camerounais ne sont pas militants des partis politiques, ça il faut aussi l'ajouter. Donc ce peuple-là, il faut maintenir les guillemets pour dire que le contexte de 2011 n'est pas le même qu'en 2018. Et sur ce point précis, j'apprécie et j'exprime mon courage à M. Saint-Éloi Bidon pour les positions qu'il prend. Ces positions ne sont pas nouvelles, mais je me dis, dans un contexte actuel, le chef de l'État effectivement a besoin de savoir la vérité de la part des militants convaincus du RDPC. Et je sais que M. Bidon est un militant convaincu de son parti. Il fait partie de ce que j'appelle les progressistes. Mais en même temps, j'exprime mon inquiétude par rapport à son avenir politique dans ce parti-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait la même ardeur, le même enthousiasme, Jean-Jacques Ekindi, à l'époque où il était président de la grande section du RDPC ici à Douala, qui avait des positions fermes et dures, qui étaient respectées aussi bien au sein du parti qu'au sein même de l'opposition, mais il fut contraint en mai 1991 de déposer sa démission et de rejoindre la coordination de l'opposition et des partis et des associations qui se réunissaient au foyer protestant d'Aqua pour tenir une réunion de la coordination. Pour vous dire qu'en réalité, j'admire votre courage. J'espère que vous serez persévérant parce que ça va être très difficile. Et vous êtes, je suis certain, le bienvenu dans l'opposition. Comme tu me voulais, j'ai déjà exprimé cette c'est bien disent vos amis des partis politiques de l'opposition. Revenons sur ces multiples appels à la candidature du président national du RDPC, qui est candidat naturel du parti au pouvoir pour les différentes échéances électorales. Comment la presse apprécie-t-elle ces différentes manœuvres des barons du régime RDPC qui multiplient ces différentes sorties? Je parlerai notamment de la nouvelle expression qui a une fonction tribunicienne. À travers ces colonnes, nous avons publié, n'est-ce pas, la tribune de Saint-Éloi Bidon, nous avons publié la tribune de Nzonga, Albert Nzonga, qui a été également un ancien militant du RDPC et dont on connaît le franc-parler, qui a tensé notamment le président du Sénat à travers le grand meeting qu'il a organisé dans le Ndé. C'est pour dire qu'en réalité, il n'y a pas
unanimité, il n'y a pas une sorte d'unanimisme, que ce soit au sein du RDPC comme en dehors du RDPC. Il y a une volonté réelle pour les observateurs de la scène politique d'amener le chef de l'État à savoir une chose qu'il sait même déjà. C'est-à-dire que ceux-là qui prétendent organiser les motions de soutien, faire des listes de noms qui publient au quotidien Cameroun Tribune à longueur de journée, et nous en sommes au moins 5 tomes de l'appel du peuple, ces gens-là ne vous aiment pas. Quand ils vous demandent d'être candidat à l'élection présidentielle, ils ne vous aiment pas. Certes, ce sont des calculs politiques, mais je m'en remets. J'allais dire, je demande au chef de l'État de se souvenir de ce qu'il a dit aux journalistes en 2015, lorsqu'il recevait au Palais de l'Unité François Hollande. Il a dit, sur la question de son avenir politique notamment, que le moment venu, nous saurons, les Camerounais et la communauté internationale, nous saurons s'il est candidat ou s'il va prendre sa retraite. Et avec toute la pression qui vient de l'intérieur, de la société civile, des partis politiques, au sein de son propre parti, comme dans l'opposition, en tenant compte du contexte de la crise anglophone, en tenant compte de l'ensemble des crises que connaît le Cameroun et la pression qui vient de l'extérieur sur la gestion d'un certain nombre de problèmes concernant le pays. Et surtout, en définitive, sur ce qu'il a dit en 90 à Yves Mourouzi, je voudrais que les Camerounais retiennent de moi l'image de celui qui est entré, de celui qui a apporté la démocratie et la prospérité, qu'il pense sérieusement à ce que lui a dit l'ambassadeur des États-Unis, à entrer dans l'histoire, à être un modèle pour les Camerounais, pour les générations à venir, et à prendre la décision. Et à l'heure actuelle, le Cameroun approche à grands pas d'une probable convocation du corps électoral pour la présidentielle 2018. Maître Foudianso, vous qui observez la scène politique camerounaise depuis de nombreuses années, au sein du RDPC, il y a des voix dissidentes qui rament à contre-courant de ces multiples appels à la candidature de Paul Biya. Pour autant, le chef de l'État peut décider d'être une fois de plus candidat à la prochaine élection présidentielle. Comment appréciez-vous cet environnement politique au sein du parti au pouvoir à l'approche de cette présidentielle? Before I answer that question, I'd like to go back to Mr. Mayor to congratulate him on what he just said. Because when he started calling his own brothers terrorists, secessionists, this and that, and said nobody wants to negotiate with secessionists, I started putting him in the area of the Kasik. But to come back to your question, I don't believe that Mr. Biya will be that stupid to become a candidate. Pourquoi? I don't believe, let me tell you why. First, the scenario of 1997 with Mobutu has repeated itself in Cameroon. When a sitting U.S. ambassador walked into Mobutu's office, his name Bill Richardson, and told him, Mr. President, your time is up. If you don't want your body to be dragged on the streets of Kinshasa, get out before it's too late. Mais le chef de l'État, Paul Biya, a survécu à plusieurs crises. Let me finish. Comme celle-là. Let me finish. The same scenario. We are not going to sit here and say what the ambassador said to him. But the ambassador, in his diplomatic language, said, ask him to go out through the big door, like Mandela and Washington. Mr. Biya will not be that stupid when the first power in this world, including militants of the CPDM. I read a very beautiful letter written by a militant of Yaoundé 2 of CPDM, telling Mr. Biya that if you want to insist to be a candidate, we are not going to vote for you. I read that letter. It was published in the papers. Now, you're asking me whether if Mr. Biya wants to go, what will happen? But I will tell that he is not going. But if he goes, he will go out through the narrow door. What happened with Mobutu? Mobutu was told, he started making noise like I see this pseudo-professor, pseudo-journalist writing editorials. He was making all that noise. It took the American ambassador again to go to Kabila and told him to give Mr. Mobutu a safe passage to get to the airport.
Mr. Bia is a very intelligent man. I don't see him going through that. He is going to leave power. He is not going to be a candidate of the CPDM. That's my prediction. I may be wrong. Justement, le RDPC qui, jusqu'ici, n'a pas tenu son congrès ordinaire pour renouveler ses instances et surtout décider de qui sera candidat à la prochaine élection présidentielle. Saint-Éloi Bidon, on a prorogé le mandat des membres du bureau politique du comité central du RDPC. Qu'est-ce qui pourrait se passer concernant le parti au pouvoir qui doit à tout prix tenir un congrès avant l'élection présidentielle? Quels sont les scénarios prévus dans les textes du RDPC? Le président Biya a intérêt à saisir l'occasion qui lui est offerte pour écrire son nom en lettres d'or dans l'histoire du Cameroun. Écrire son nom en lettres d'or dans l'histoire du Cameroun passe par un certain nombre de décisions fortes. Lesquelles? Première décision, c'est d'abord d'accepter de se départir de tous ceux qui l'ont pris en otage et qui l'ont tiré vers le bas, qui l'ont trahi en inscrivant le nom du président Biya dans les poubelles de l'histoire. Regardez la gouvernance. Elle n'est pas acceptable. Pourtant, le président leur a tout donné. Et ces messieurs se permettent de faire mieux, de demander au président Biya, à 86 ans, de se reporter candidat pour être président pendant 7 ans. Vraiment, je me pose la question de savoir où sont-ils donc passés, tous ceux qui l'ont accompagné pendant 50 ans dans la haute administration. N'ont-ils rien appris pour venir nous dire que au moment où le président traverse la période où il n'y a pas de régénérescence des cellules d'intelligence, lui demander de se porter candidat? Je crois que on voudrait pour lui une sortie à la Houphouët, une sortie honteuse à la Houphouët, à la Moubarak, à la Mugabe, à la Mobutu, à la tout ça. Je crois que le président... Le chef de l'État pourrait choisir de vous demander de l'accompagner dans la haute administration en lieu et place de ceux qui l'ont trahi. Est-ce que vous serez favorable à l'accompagner si jamais il est candidat à la prochaine élection présidentielle? On m'aura donné la viande quand je n'ai plus de dents. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit que j'estime qu'après tant d'années de militantisme, j'ai un parcours politique qui me permet, au congrès du RDPC, que j'appelle le président à organiser. On passe tout le temps à nous dire qu'il y a alors qui? Il y a qui? Dans un pays de 25 millions de Camerounais, il n'y a personne qui peut reprendre le parti, puisque eux, ils ne veulent pas. Moi, je dis, je veux, je peux. Donc, le président a intérêt à organiser un congrès au sein du parti où il prendra le risque d'être candidat ou de ne pas être candidat. S'il est candidat, moi, je suis convaincu que si Saint-Éloi Bidon est candidat, il sera battu. Parce que on n'a pas vu la forêt pousser derrière un arbre. Mais la forêt est déjà dense. Elle est dense. Allez sur ma page Facebook, relisez la tribune. Vous voyez le nombre de Camerounais qui m'appellent à persévérer. Pendant qu'on me dit, si vous continuez à tenir ces positions, vous n'aurez pas d'investiture pour les prochaines élections. Alors, cette attitude, justement, de la part des caciques du régime RDPC qui ne souhaitent pas voir émerger d'autres voix au sein du parti au pouvoir, des voix plus progressistes, plus modérées. Est-ce qu'il y a une volonté pour la part des conservateurs de garder d'une main de fer le pouvoir institutionnel et le pouvoir politique au sein du parti au pouvoir? En réalité, la persistance du président au pouvoir et les appels qui se multiplient, qui sont bien entendu orchestrés par des personnalités politiques qu'on connaît déjà, sont en réalité organisés dans l'intérêt des caciques du régime. Parce qu'en réalité, à l'intérieur du parti au pouvoir, de la majorité présidentielle en réalité, il y a des dissensus énormes qui apparaissent aujourd'hui. Vous voyez par exemple l'UNDP qui est aujourd'hui qui a complètement éclaté. Il y a eu des militants qui ont rejoint soit le FNSC ou rejoint effectivement les partis de l'opposition. Vous voyez aujourd'hui comment la grogne monte dans le parti au pouvoir, notamment le RDPC. C'est la preuve qu'il y a effectivement une fissure, une rupture entre la base et les élites. Une élite qui aujourd'hui
qui est assis sur les privilèges et qui a besoin de les conserver, et une base qui se plaint de l'immobilisme actuel, une base qui aspire à d'autres choses, qui a besoin effectivement que leurs attentes en matière de changement, en matière d'intégration, en matière d'inclusion dans le processus décisionnel, mais aussi dans le partage des richesses soient prises en compte. C'est cette base-là aujourd'hui qui grogne et qui appelle de ses voeux le départ du président. Donc il y aura effectivement cette fracture qui va naître et qui va se traduire certainement lors des prochaines échéances électorales par une victoire inattendue. Si le président de la République n'est pas capable d'anticiper, de comprendre ces signaux à la main qui naissent de la base, il serait extraordinairement surpris par les résultats. Il serait extraordinairement surpris aussi par le niveau de solitude qu'il recevra, bien entendu, à l'approche des élections présidentielles. La machine du renouveau, le parti au pouvoir RDPC qui a su résister aux multiples crises depuis de nombreuses années. Edmond Kamga, ce n'est pas la première fois que le parti au pouvoir, que le président national du RDPC soit confronté à certains des cadres de son parti qui lui demandent de pouvoir se retirer, qui souhaitent le challenger à la tête du RDPC. Le renouveau a toujours su pouvoir se réinventer pour rester au pouvoir. Est-ce qu'on pourrait assister à ce scénario dans les tout prochains mois? Un scénario comme ceux du passé, à travers un congrès ordinaire ou extraordinaire du RDPC, vous voulez dire? Je vous en prie. Oui, vous savez qu'il y a eu une fois, il y a eu un congrès où il y a eu des candidats, un candidat notamment qui a affronté Paul Biya. Mais on savait l'issue des résultats au sein du congrès. Vous vous rappelez? L'ancien ministre. Il n'a jamais été candidat, il a voulu gratter la tête, on a dit voilà une voix. Ah, tout simplement. C'est tout. Donc il faisait semblant d'être candidat. Non. Je ne vais pas le citer ici. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, la balle est dans le camp du président national du RDPC, qui est le président de la République du Cameroun. Lui seul, dans sa conscience, sait quelle est la meilleure décision à prendre pour lui et pour le Cameroun. Pour lui d'abord, parce que c'est important pour lui de laisser un pays un peu, je dis un peu parce que le Cameroun ne peut plus être comme en 1982, comme le Cameroun qu'il a trouvé, un pays prospère, un pays où il y avait des sociétés, beaucoup de sociétés d'État, beaucoup de missions de développement, beaucoup de choses qui rappelaient ce qu'on appelle un pays à revenu intermédiaire. Nous ne le sommes plus, nous sommes un pays pauvre, très endetté. Donc pour limiter les dégâts, pour lui, il serait bon de prendre la bonne décision qui s'impose. Et pour cela, je m'en remets à sa sagesse. Parce que vraiment, à cet âge-là, on dit c'est l'âge de la sagesse. Il va prendre la décision qui s'impose, la meilleure décision, je l'ai dit tantôt. Nous ne pouvons pas l'imposer, lui imposer une décision qu'il ne partage pas. Mais je sais qu'il prendra la bonne décision. Merci Edmond Kamga, consultant sur droit de réponse. Merci également monsieur le maire Saint-Éloi Bidon, premier adjoint au maire de Yaoundé 6e. Maître Fou Johnson, merci également d'être venu. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Merci. Joseph Leyangoula, expert des questions de sécurité. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. C'est la fin de cette édition de droit de réponse. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision.